Valérie Pécresse, bonjour. Bonjour. Présidente de la région Île-de-France. Valérie Pécresse, je voudrais commencer par l'Europe et l'émigration. Le pape François, interview à l'agence Reuters hier, je le cite, les vieilles sociétés d'Europe vivent un grand hiver démographique. L'Europe a besoin de plus de migrants. Sans immigration, l'Europe deviendra vide. Vous partagez ce constat? Ces propos? Non, je crois que le pape est dans son rôle. L'Église catholique a toujours défendu l'accueil sans, j'allais dire, sans limite et sans concession des êtres humains. Mais je crois que les États, eux, ont une responsabilité. C'est celle d'un accueil de qualité. Et quand on a cette responsabilité, eh bien, on a le droit de poser des limites et on a le droit d'avoir une politique migratoire et de décider qui on laisse entrer. Quand on n'est pas en capacité d'héberger, de nourrir, de donner un emploi, eh bien, on n'a pas à accueillir. Et donc, je crois qu'il faut qu'on soit très ferme, humain, mais ferme. Je pense que quand un bateau est en perdition dans un océan, on doit accueillir les personnes qui sont sur ce bateau. Maintenant, je pense que les accueillir, ça veut dire les faire accoster, les nourrir, les réchauffer, les vêtir, mais aussi les renvoyer chez eux s'ils sont en situation irrégulière et s'ils violent nos lois. Et le sujet aujourd'hui, c'est celle de l'autorité de la loi. La République fait des lois, ces lois doivent être respectées et appliquées. Donc je pense qu'il y a un problème de fermeté et d'humanité en même temps. Oui, lorsque le pape dit permettre. L'Europe a besoin de plus de migrants, il parle aussi d'un problème économique. Que serait l'économie française, par exemple, sans les immigrés? Monsieur Bourdin, il y a un taux de chômage très élevé en France, et de Français, mais aussi de personnes immigrées. Aujourd'hui, nous avons, et dans la population immigrée qui est en France, avec un titre de séjour régulier, un taux de chômage très élevé. Donc résolvons d'abord notre problème de chômage, d'emploi, et effectivement, ayons des quotas d'immigration qu'on décidera au Parlement sur des métiers en tension. Vous êtes favorable aux quotas d'immigration? Oui, parce que je crois qu'on doit choisir. On doit choisir et on doit être en capacité. Là encore, je le dis, c'est une question aussi d'humanité. Moi, je sais ce que c'est que l'immigration irrégulière. Je sais ce que c'est que les marchands de sommeil. Je sais ce que c'est que les bidonvilles. Je sais ce que c'est que la prostitution. C'est ce qui arrive quand on est mal accueilli dans un pays. Donc le sujet aujourd'hui, c'est on a le droit de faire des règles. En France, nous avons du chômage. Nous avons des personnes qui cherchent des emplois. Pourvoyons d'abord à leurs besoins avant de songer à accueillir d'autres personnes. Et on ne sépare pas les familles de migrants, on est bien d'accord. C'est révoltant. Ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est purement révoltant. Voir des enfants séparés de leurs parents, c'est révoltant. Mais ça n'empêche pas, et pardon, je le dis, ça n'empêche pas qu'on puisse renvoyer, raccompagner chez eux des familles entières s'ils sont sur le sol en situation irrégulière. Et des enfants en France en centre de rétention? Des enfants dans des familles, avec leur famille en centre de rétention? Mais aujourd'hui, le sujet, c'est qu'il faut organiser le retour. Le retour des étrangers en situation irrégulière. Nous avons des partenariats avec les pays d'origine. Il est juste scandaleux. Je prendrai un certain nombre d'exemples. Je ne vais pas donner des noms de pays, mais on les a tous en tête. Des pays dans lesquels la France, grâce à son armée, permet de stabiliser le pays en entier. Et la France est engagée dans la paix du pays, dans le développement du pays. Et ces pays ne délivrent pas de visa pour le retour de leurs ressortissants en situation irrégulière sur notre sol. C'est indigne. Je pense par exemple au Mali. Mais je pense aussi, on peut penser à un pays très proche et très ami de la France, le Maroc, qui est un pays très proche et très ami. On a aujourd'hui un certain nombre de jeunes Marocains qui sont des dealers et des drogués, qui sont dans des squares à Paris. Il faut organiser leur retour dans leur pays d'origine. Ils sont en situation irrégulière. Donc on a aujourd'hui besoin que les pays qui sont nos partenaires. Moi, je suis pour un grand plan de développement de l'Afrique. Je suis pour que l'Europe se réinvestisse. Je suis pour qu'on dise qu'on ne peut pas se désintéresser d'un continent où il y a 1 milliard de personnes. C'est ce que dit le pape François. Ah, mais il a raison. Il dit, dans notre inconscient collectif, il y a quelque chose qui nous dit que l'Afrique doit être exploitée. Nous devons investir, mais investir de manière ordonnée et créer de l'emploi. Mais bien évidemment, Ce qui est scandaleux aujourd'hui, c'est qu'on ne prenne pas suffisamment, nous, Européens,
notre rôle et notre place, la place qui doit être la nôtre dans le développement de l'Afrique. Moi, j'ai noué des partenariats avec beaucoup de capitales, notamment de l'Afrique francophone. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est une Afrique qui peut prendre le virage du digital. C'est une Afrique qui peut prendre le virage des énergies renouvelables. C'est une Afrique qui peut avoir un développement endogène. Et c'est ça le sujet. Aujourd'hui, on a besoin que l'Afrique redémarre. Et on a besoin évidemment d'arrêter tous ces circuits de corruption qui ont fait fuir et évaporer tout l'argent que les Occidentaux ont mis en Afrique. Alors sommet, on en a parlé ici avec Bruno Le Maire, j'en parlais hier encore avec Manuel Valls, j'en parle avec vous ce matin. Sommet exceptionnel ce week-end à propos des questions migratoires, sommet européen. Il y a des solutions qui sont avancées, installer des centres de sélection européens en Libye, en Afrique du Nord, en Albanie, pourquoi pas, et dans les pays d'Afrique, le Niger ou autre. C'est une bonne idée, vous appuyez cette idée ? Bien sûr, ça va dans le bon sens. L'objectif, c'est de prévenir plutôt que d'avoir à guérir. On le voit bien. Donc oui, ça va dans le bon sens. C'était d'ailleurs demandé par le secrétaire général des Nations Unies, mais ça ne suffira pas. Là encore... renforcer Frontex, c'est aussi une idée. Alors, ce que j'ai proposé... Une police européenne des frontières, en quelque sorte. J'ai même proposé d'aller plus loin, puisque vous savez que j'ai rendu un certain nombre de propositions sur l'Europe. Aujourd'hui, on n'a pas d'autre solution que de faire à l'échelle européenne. Si on veut sécuriser les frontières, c'est forcément à l'échelle européenne. Mais j'ai proposé qu'on fasse une taxe sur les visas, taxe additionnelle sur les visas des non-européens, et qu'on en profite, avec le montant de cette taxe, pour tripler les effectifs de Frontex. Il faut évidemment un corps de garde-côtes et de garde-frontières européen. Sinon, de toutes les façons, l'Europe mourra. Si elle n'est pas capable de sécuriser ses frontières, elle mourra. Elle est en danger, l'Europe. Bien évidemment. Elle est en danger. Je sais que vous êtes une Européenne, mais ancrée, c'est ancré en vous. Oui, mais parce que je suis patriote, Monsieur Bourdin. Oui. Parce que je suis patriote. Oui. J'ai appelé mon programme Patriote et Européen. Parce qu'aujourd'hui, les Français doivent se rendre compte que l'Europe, on est confronté à un monde chaotique, fait de menaces. Trump, qui ne réfléchit qu'avec ses intérêts, qui veut nous écraser, qui est en train de faire un accord avec la Chine, j'en reviens. Ils sont en train de dealer sur le dos de l'Europe. Sur le dos de l'Europe. Monsieur Poutine, qui envahit la Crimée et qui le fait au mépris de toutes les règles internationales et à la barbe de l'Europe. On a les migrants, la question du développement de l'Afrique, le terrorisme islamique et l'islam politique qui sont à nos portes. On n'a pas d'autre choix que de défendre l'Europe. On n'a pas d'autre choix que de la reconstruire. Alors elle a beaucoup de défauts. Oui. Elle a beaucoup de défauts et elle est si profondément divisée. La Hongrie vient d'adopter une loi interdisant aux ONG de venir en aide aux migrants. On en est là en Europe ? On en est là, faute d'avoir eu une vraie politique migratoire avec une vraie fermeté. Le problème, c'est que si la loi est respectée, à ce moment-là, s'il n'y a pas, Je vais ajouter, Valérie Pécresse, les responsables d'ONG pourront se voir notifier une interdiction de s'approcher à moins de 8 km de la frontière extérieure Schengen. Tiens, je vous laisse la dépêche qui vient de tomber. Mais vous savez, peu ou prou, j'ai eu cette question, même au Conseil régional d'Île-de-France. Parce que nous avons voté de l'aide alimentaire. Vous savez, chaque année, dans le cadre de notre politique sociale, pour éviter le gaspillage alimentaire, nous votons une aide alimentaire. Ça veut dire que tout ce qui est pas consommé dans les lycées, par exemple, ou tout ce qui est pas consommé dans les grandes surfaces, nous nous arrangeons pour que les associations puissent le distribuer dans des épiceries solidaires. Eh bien, le Front National a commencé à nous dire qu'il ne voterait pas l'aide alimentaire parce que des migrants pouvaient en bénéficier. Donc vous voyez, on en est. Oui. On en est là. Et on en est là parce qu'on n'a pas fait respecter nos lois. On en est là parce qu'on n'a pas été assez ferme. L'humanité, la fermeté, c'est les deux jambes d'un gouvernement responsable. Quel sera le programme européen des Républicains ? Parce que je vous vois sourire, mais on ne le connaît toujours pas. On ne sait pas où on en est. Vous avez, je crois, à la fin du mois, début juillet, une grande réunion républicaine sur l'Europe, non ? Je souris parce que vous abondez dans mon sens. Je crois que la politique française est en train de mourir du manque d'idées. Du manque d'idées. Il faut qu'on réfléchisse et il faut qu'on invente des nouvelles politiques. Où sont vos idées en dehors de l'identité et en dehors de l'immigration ? Où sont vos idées ? Bourdin, je vais vous envoyer mon cahier, ça s'appelle Patriote et Européen. C'est 50 pages d'idées pour refonder une Europe dans laquelle
on repense tout. On pense un patriotisme économique européen, on pense des rapports de force avec les grandes puissances, on pense des champions industriels européens, une identité numérique européenne quand même, pour protéger nos données personnelles, mais... un modèle environnemental européen pour l'air qu'on respire, pour les aliments qu'on mange, où on sanctuarise la politique agricole commune, parce que l'indépendance alimentaire, dans le monde dans lequel on vit, c'est inestimable. Donc vous Monsieur voulez Bourdin. bâtir une droite de gouvernement, ce que vous appelez une droite de gouvernement. Bien évidemment. Ce que ne fait pas, pardon, pour l'instant, la présidence des Républicains. Moi, je n'ai pas de copyright, je n'ai pas de droit d'auteur. Je mets des idées sur la table. C'est pour ça que j'ai créé Libre. J'ai créé Libre pour qu'on rénove le logiciel de pensée de la droite et pour qu'on apporte des idées et des solutions aux problèmes. Aujourd'hui, si les hommes et les femmes politiques qui sont en responsabilité n'utilisent pas leur voix, leur regard, leur expérience humaine pour avancer des projets et des solutions aux problèmes. Mais à quoi on sert, Monsieur Bourdin? À quoi on sert? Moi, je suis pas là juste pour gérer un budget. Je suis là pour faire avancer les choses. De budget, l'un des responsables des Républicains, Guillaume Pelletier en l'occurrence, veut augmenter le SMIC de 20%. C'est une bonne idée, ça? Alors, je vais vous dire, je vais peut-être vous surprendre. Je pense qu'il faut augmenter le SMIC net. De 20%, pas le SMIC brut. Alors je m'explique, c'est pas facile à comprendre. Aujourd'hui, le SMIC net, c'est à peu près 1000 euros, un peu plus de 1000 euros. Un peu plus, 1100 euros. 1100 euros. Si on l'augmente de 20%, le SMIC net, ça veut dire qu'on le passerait à 1300 euros. 1300 euros, mais ces 200 euros, il faut les prendre sur les charges sociales qui pèsent sur les salaires. C'est-à-dire que les entreprises ne pourront pas payer un SMIC chargé de 200 euros de plus. Mais en revanche, si on fait les réforme des retraites, réforme de l'assurance chômage, réforme de l'assurance maladie. Si on arrive à dépenser mieux l'argent de la protection sociale, alors à ce moment-là, on baissera les charges sociales. Ça, mieux dépenser l'argent de la protection sociale. Ça, pour parler, on parle, mais pour agir, on n'agit pas. Le problème aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a des réformes à faire, et ces réformes, elles doivent permettre que le salaire net soit plus élevé. Et donc, je suis favorable à ce que le salaire net augmente. Aujourd'hui, ceux qui travaillent doivent avoir, à la fin du mois, sur leur feuille de paye, plus d'argent pour eux, pour vivre. Et ça, c'est des réformes. C'est le sens des réformes. Quand on dit il y a trop d'aide sociale, c'est pas... Je pense pas qu'on donne le sens de ce qu'on veut faire. Moi, le sens de ce que je veux faire, c'est que le travail permette de gagner mieux sa vie. Que ceux qui travaillent gagnent mieux leur vie. De protection sociale, on est les championnes du monde de tout, des impôts, des taxes et des dépenses. Il faut faire des économies. D'ailleurs, aujourd'hui, je présente un grand plan Région solidaire pour lutter contre toutes les fractures de l'Île-de-France. Ce plan, Monsieur Bourdin, il est financé sans hausse d'impôts. Parce que je fais des économies là où on gaspillait avant. J'essaie de dépenser l'argent mieux. Le sujet, c'est pas de déverser encore plus d'argent pour prélever plus d'impôts, encore plus d'impôts. Le sujet, c'est de faire des économies là où l'argent n'est pas efficace. Et il faut avoir le courage de le dire. Aujourd'hui, on attend toujours que l'État fasse des économies. Monsieur Macron nous l'a promis, il paraît que ça arrive. Moi, j'attends ça avec beaucoup d'impatience, parce que les économies, nous, on les a faites dans les collectivités. Et aujourd'hui, je vends le siège de la région Île-de-France, qui est dans le 7e arrondissement, et avec les 150 millions d'euros que je vais faire, je finance un passeport numérique pour les personnes qui sont, comme dit Jean-Louis Borloo, non pas illettrés, mais électronisés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables d'utiliser Internet, donc ils ne peuvent pas remplir un formulaire, qu'ils ne peuvent pas prendre un billet de train aujourd'hui. Donc on va faire ce passeport, on va le financer avec la vente de notre siège, parce qu'on a déménagé en Seine-Saint-Denis pour faire des économies. Alors, mais on pas que le passeport, pas que le passeport, mais toutes les nouvelles mesures. Oui, Valérie Pécresse, le cœur du problème, et vous le soulignez, vous n'êtes pas la seule à le souligner, c'est la mixité sociale dans les quartiers difficiles ou sensibles, dans certaines banlieues qui n'arrivent plus à vivre correctement, où l'on n'arrive plus à vivre correctement la mixité sociale. Mais comment assurer une mixité sociale? Comment? Oui, dans le plan Région solidaire, nous allons consacrer 3 milliards d'euros aux quartiers populaires. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Il faut tirer les enseignements de ce qui n'a pas marché. On a mis des milliards d'euros sur ces quartiers populaires, et pourtant on n'a pas changé les choses. Pourquoi? Parce que on a laissé ces quartiers avec la même population. Et ces quartiers, on le sait, ils se sont paupérisés. Où sont passés ces milliards d'euros? On a 50, 60... dans les bâtiments. Les bâtiments sont neufs, ils ont été refaits, mais on n'a pas changé la détresse sociale qui était derrière les murs. Le sujet aujourd'hui, il est simple. Mais faut détruire... Comment changez-vous Il faut détruire
Des bâtiments qui ont été rénovés. Ben, malheureusement, il faudra détruire des quartiers dans lesquels, pas les bâtiments qui ont été rénovés, mais il faudra en tout cas repenser complètement ces quartiers. Il faut en construire au départ des nouveaux. C'est le plan 100 quartiers écologiques. Donc on rase des immeubles entiers. D'abord, non, on commence par construire des quartiers nouveaux. C'est le plan que je mets en place avec 100 quartiers supplémentaires en Ile-de-France. On met une règle intangible. Le plafond anti-ghetto. Pas plus de 30% de HLM, de logements très sociaux, dans ces quartiers. Pas plus de 30%. Pour avoir des quartiers de mixité sociale. Et ça permet, petit à petit, en faisant arriver une nouvelle population dans ces quartiers, de détruire des barres HLM qui sont aujourd'hui encore vétustes et indignes. Et ça permet de changer la physionomie des quartiers populaires en mettant du logement intermédiaire, en mettant de l'accession à la propriété. Vous avez lutté contre la délinquance, contre le communautarisme et contre les radicalisations. Bien sûr. Et contre le trafic de stupéfiants. Bien sûr. D'abord, qu'est-ce qui nourrit la délinquance, le communautarisme, la radicalisation? C'est l'enfermement, c'est le repli, c'est le fait que plus personne ne rentre dans ces quartiers, c'est le fait qu'il y a une espèce d'enfermement, de ghettoisation. On l'a dit, on l'a décrit plusieurs fois. Donc le sujet, c'est refaire des quartiers de mixité sociale. Quand il y a 2 tiers de classe moyenne et 1 tiers de personnes issues de milieux populaires, on arrive à faire fonctionner les écoles. On arrive à avoir de l'ascenseur social. On arrive à avoir des services publics qui fonctionnent et on arrive à avoir de la sécurité. Voilà. Donc mixité, c'est le premier point. Comment faire en sécurité, autorité. Comment faire en sorte que les communautés se retrouvent dans les mêmes quartiers, habitent les mêmes immeubles? Mais ça a été le cas. C'est de la mixité, au-delà de la mixité sociale. Mais c'est le cas dans les villes, c'est le cas, ça a toujours été le cas. Oui. Aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est qu'en mettant 60 ou 70% de logements sociaux dans certains quartiers, on a paupérisé ces quartiers. Et on les a fait sombrer dans la spirale que vous dites. Alors, j'ajoute qu'il faut quand même être lucide. On ne peut pas, là où il y a le plus de délinquance, avoir le moins de réponses pénales. Parce que le sujet aujourd'hui, c'est que, on va dire que pour le même délit, dans la Creuse ou au tribunal de Bobigny, vous êtes 10 fois moins sanctionné au tribunal de Bobigny parce qu'ils sont submergés. Donc le sujet, c'est qu'il faut mettre davantage de fermeté là où il y a davantage de délinquance. C'est pour ça que nous, on a mis en place ce qu'on appelle le bouclier de sécurité, de la vidéoprotection dans les communes, de la sécurisation, 650 personnes de plus pour faire la sécurité dans les transports. Et demain, je ferai un bonus de 50% pour tous les maires qui veulent faire des postes de police municipale dans des quartiers sensibles. La grève à la SNCF qui ne stoppe pas, enfin qui ne s'arrête pas, dit la CGT, hein, qui a d'ailleurs une formule, je me souviens plus de la formule exacte, nous verrons au fil du temps, en quelque sorte, si nous continuons la grève, si nous ne la continuons pas pendant l'été. C'est irresponsable à vos yeux? C'est scandaleux. C'est scandaleux, la grève ça suffit. La grève, ça suffit. Les Français ont suffisamment souffert. Ils ont suffisamment payé. J'ai eu un petit accrochage le week-end dernier avec certains cheminots de Sud et de la CGT. Je venais livrer 500 millions d'euros de trains neufs sur des lignes de la très très grande couronne rurale de l'Île-de-France et de la banlieue. Je venais livrer ces trains neufs et certains syndicalistes de Sud notamment me hurlaient dessus en disant on n'aime pas ce que vous faites. Et ben j'ai dit vous aimez pas ce que je fais, mais moi j'ai trouvé l'argent pour mettre ces trains là où jusqu'à présent il y avait des bétaillères en inox et dans lesquels on avait chaud l'été, froid l'hiver, pas de sécurité, pas de confort. Donc moi je fais mon travail. Vous avez à faire le vôtre. Et le droit de grève est un droit imprescriptible. Mais le droit de pourrir la vie des Français, c'est pas un droit. Le pass Navigo sera remboursé au mois de juin? Alors, vous savez que j'ai obtenu que on ait le remboursement du mois d'avril et du mois de mai à hauteur de 50%, ce qui veut dire que pour ceux qui ont déjà le remboursement employeur, ça veut dire 2 mois gratuits. Les étudiants aussi auront un remboursement. Et j'ai dit à la SNCF que si la grève continue jusqu'à la fin du mois de juin, je demanderai aussi le remboursement du mois de juin. Merci Valérie Pécresse d'être venue nous voir ce matin. Il est 8h55.